Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Julie a 32 ans, bientôt 33. Elle est notaire, mais pas que, comme elle aime le souligner. Et en effet, même si beaucoup s'amusent à l'appeler JLN, Julie la notaire, du fait de son amour pour son métier et son envie de le transmettre, Julie a de nombreuses facettes que j'ai voulu explorer à travers la découverte de son demain. Julie réfléchit à de nombreux sujets, notamment aux moyens de mieux apprendre à se connaître elle-même, le combat d'une vie, et comment elle peut changer la vision que les personnes ont de son métier. Pour le moment, c'est la seule à m'avoir parlé de fiscalité et de finances pour rendre demain plus transparent et accessible. Et c'est aussi ça que j'aime dans Les Pieds dans Demain. Explorer des sujets qui, de prime abord, ne nous intéressent pas ou nous font peur, et profiter de l'expertise de certains pour commencer à y réfléchir et à se les approprier. J'ai, pour ma part, eu droit pendant cette conversation à un cours offert de notariat et de fiscalité, et cela m'a beaucoup apporté. Après tout sujet est intéressant à discuter tant que c'est fait avec bienveillance et pédagogie. Exactement la manière dont Julie voit son métier et sa vie. Je vous laisse découvrir cette discussion riche en notions trop peu abordées, mais passionnantes, et qui font partie de notre quotidien aujourd'hui, et le feront demain, mais aussi découvrir toute l'humanité de Julie en une seule personne. Je vous laisse apprécier sa vision de demain, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et le privilège de recevoir Julie. Julie a 32 ans, elle est notaire, mais pas que. Et nous allons donc découvrir le « mais pas que » et discuter avec Julie de sa vision de demain. Bonjour Julie. Bonjour Alexia. Julie, ma première question est la suivante. C'est évidemment la plus large, parce que c'est ça qui va lancer la discussion. Comment vois-tu demain d'un point de vue personnel ? Alors, d'un point de vue personnel, je dirais que j'ai l'intention de prendre plus de temps pour moi. Plus de temps pour moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire avant le confinement. Puis cette période particulière nous a, je pense, tous permis de prendre plus de temps. Du moins, elle a arrêté nos pendules. Et on a eu le temps de penser à nous, de prendre du temps pour nous, on n'avait que ça à faire. Donc maintenant, je pense que je vais prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour me connaître, pour apprendre à s'aimer, apprendre à se découvrir. Et tout ça simplement parce que, on doit vivre avec soi-même toute notre vie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, et se connaître plutôt bien, parce qu'il va falloir quand même se supporter un certain nombre d'années. Et ça m'a emmenée sur plusieurs réflexions, et notamment sur le fait qu'on arrive à ne pas être d'accord avec soi-même, alors que ce sont nos décisions. Je m'explique. Quand on prend une décision, ou quand on a une réflexion, une attitude, un comportement, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui l'engendrons. Et je me suis arrivée à avoir la réflexion où me voir faire des choses ou avoir une attitude me dit qu'elle ne me plaît pas. Et je trouve ça assez quand même particulier de se dire c'est moi qui l'engendre et je fais quelque chose que je n'aime pas moi-même. Et donc du coup je me suis dit il faut que j'apprenne à découvrir cet être qui est à la fois assez contradictoire, qui arrive à faire des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas aussi. Et donc voilà, j'en suis à... comment je vois demain personnellement, je vais apprendre à me découvrir en prenant plus de temps avec moi-même et avec mes contradictions. Et comment tu veux procéder pour apprendre à te découvrir ? Alors là... Non, je pense que ça peut intéresser un paquet de gens. Je pense qu'en effet, beaucoup... pour le coup, je suis en train de faire ce genre de choses-là. Donc, prendre du temps, ça veut aussi dire, je sais pas moi, découvrir des choses, me dire que ça, je les aime pas, essayer de comprendre pourquoi je n'aime pas ces choses-là, et pourquoi je les aime, et qu'est-ce qui m'a attirée vers cette chose qui, au final, ne me plaît pas. Avoir des discussions, faire des aventures, vivre des aventures, et puis tester différentes choses qui me plaisent, ou
pas forcément d'ailleurs des choses du moins qui m'attirent, pas qui m'attirent à 100%, mais avoir une petite attirance vers cette chose-là en me disant peut-être que je vais trouver quelque chose de bien, peut-être que ça va me conforter dans le fait que ça ne m'attirait pas. Donc voilà, chercher qui je suis, je pense que c'est plutôt comme ça que je vois demain. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, tu ne prenais pas le temps de te découvrir ? Moins. C'est-à-dire que j'ai un métier qui prend beaucoup de temps. Et puis un métier qui a nécessité beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études, avec du temps qui file et qu'on ne voit pas forcément passer. Et en fait, maintenant, on arrivera certainement sur tes discussions d'après, mais maintenant j'arrive à un point où, bon voilà, une fois qu'on est notaire, je pense qu'on a accompli certaines choses. Et je me retourne en me disant, je suis notaire, mais pas que. Mais c'est quoi le que ? Comme tu disais en introduction, je suis en train de le découvrir. Notaire, mais pas que. Et quand on me demande quelles sont mes autres passions, quelles sont les autres choses que j'aime beaucoup de choses, mais je ne saurais pas te dire exactement quoi. Et donc j'essaye de découvrir tout ça. Je pense que cet épisode va beaucoup m'intéresser, puisque avec Marion, dans l'épisode 3, elle parlait du et du ou, toi tu parles du que. Je suis entourée de personnes littéraires. Non, je sens que cet épisode va beaucoup me plaire. Vraiment, je suis la fille de Jean-Marc Grévis et de Martine Larousse, donc je suis vraiment très très contente d'être là ce soir. Moi, il y a une chose peut-être quand tu parles comme ça qui me vient rapidement à l'esprit. On a beaucoup de gens qui sont passionnés, c'est parfois difficile de vivre de leur passion, ou ils mettent du temps, c'est un peu une passion sur le tard. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je me suis un peu appropriée, puisque c'est pas totalement cette phrase-là, mais je trouvais qu'elle était mieux, oui, je me permets, c'était la phrase de Einstein qui disait « Je n'ai pas de passion... » Oui, on se parle avec Albert. « Je n'ai pas de passion particulière, je suis juste passionnément curieux. » Voilà, c'est très bien. C'est exactement ça. Je pense qu'avec Albert, on a une petite connexion. C'est-à-dire que oui, j'aime découvrir, mais j'ai jamais été passionnée à fond dans un sujet en me disant « faut que je collectionne, je ne vais faire que ça, etc. etc. » J'aime bien regarder les choses, aller quand même jusqu'au bout des choses, et une fois que j'ai plus ou moins fait le tour de la question de manière satisfaisante selon mon point de vue, je passe à une autre. Un peu, avec une amie, on parle de curiosité opportuniste. Donc on est un peu comme ça, et je me dis que c'est pas mal. La curiosité opportuniste me plaît bien. J'aime beaucoup. Alors tu as commencé à en parler un petit peu. Comment toi tu vois alors demain, d'un point de vue de professionnel du notariat ? Alors, d'un point de vue professionnel, je dirais que aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai atteint les objectifs ou presque. Voilà, j'ai fait des choses dans la profession qui fait que je suis assez satisfaite de ce que je fais, mais maintenant, je vais chercher plutôt mes nouveaux challenges. Alors en ce moment, c'est plutôt du management. Voilà, je me dis, c'est quelque chose dans lequel je suis très très nulle et il va falloir faire des efforts. Mais une fois que j'aurai étudié la question, je passerai à autre chose, toujours avec un challenge professionnel. J'avoue qu'au niveau de ma profession elle-même, je suis peut-être un peu plus inquiète, ou j'adore ce que je fais, vraiment, je trouve que c'est un métier extrêmement passionnant. Peut-être un peu plus inquiète parce que je pense qu'il y a une vision du notariat qui n'est pas forcément bien communiquée par nos instances. Les gens nous voient, ou du moins dans certains domaines, voient les notaires comme des gens qui mettent un coup de tampon et leur signature et c'est fait, et qui font ça à la va-vite, etc. Alors qu'en fin de compte, on est Alors, j'ai des confrères qui ont cette attitude-là de faut que je coche toutes les cases sur une liste, et une fois que toutes les cases sont cochées, on peut passer l'acte. Mais il ne faut pas oublier qu'on est avec des humains. Par exemple, quand on fait une vente, parce que c'est ça qui parle à plus de gens, quand on fait une vente, on sait que derrière, on a toute une étape dans une vie de quelqu'un. On n'achète pas tous les 4 matins. Et on doit être là pour les aider, pour les rassurer. Il y a ce côté humain, déjà, et ensuite, il y a nécessairement tout le côté juridique. Mais la plupart des gens, quand ils viennent à un rendez-vous, faut pas rêver, hein. Ils viennent, ils veulent s'asseoir, récupérer les clés, et c'est fini. Donc, tout le côté juridique, on doit à la fois faire en sorte que ce soit transparent pour eux, mais qu'ils comprennent qu'il y a ce travail-là. Sauf que
prendre le temps de faire comprendre aux gens tout le travail qu'on a fait, ce temps-là, nécessairement pour certains notaires, c'est pas un temps qu'ils vont prendre parce que c'est pas un temps sur lequel ils vont gagner d'argent. Moi, je pense que c'est important parce que c'est là où les gens, ils comprennent ce qu'on est en train de faire et ils se sentent rassurés. Moi, en général, alors les clients à qui je fais des ventes, maintenant, c'est des amis parce que j'ai un domaine de spécialité qui est plus dans les divorces et j'ai pas beaucoup d'amis qui divorcent, heureusement pour moi. Mais, ou peut-être que tu ne te fais pas beaucoup d'amis en faisant divorcer les gens non plus. Ah si, ça se passe bien quand même, enfin j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien parce que pareil c'est une étape importante, mais donc, du coup j'ai la chance de faire quasiment toutes les ventes que je fais, c'est des gens que je connais bien ou qui me connaissent bien, et je peux leur dire tu ne paniques que quand je panique. Et donc est-ce que j'ai une tête à paniquer? Non, donc tant que je panique pas, tant que je t'appelle pas en te disant que c'est la cata et que je ne peux rien faire, tu ne stresses pas et c'est pas quelque chose que je veux que je veux qu'ils se soucient. Mais ça ne veut pas dire non plus que je ne vais pas leur expliquer les choses. Et je pense qu'à un moment donné, il y a ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que dans la profession, c'est par certaines personnes, et malheureusement, c'est ça qu'on montre, c'est de l'abattage. Mais d'ailleurs, comme dans beaucoup de domaines, quand on regarde le notariat, ça ne s'applique pas malheureusement qu'au notariat, ça s'applique dans beaucoup trop de domaines. Et cet abattage, les gens, c'est malheureusement ce qu'ils vont retenir. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans les médias. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de notaires, il y a beaucoup de notaires qui le font comme ça, mais il y a aussi, je pense, et pour le coup la majorité des notaires qui prennent le temps d'expliquer aux gens et pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent le travail qu'on fait et que c'est pas forcément facile tous les jours. Oui, il nous faut des documents, oui, il faut réunir un certain nombre de papiers, oui, le notaire, il aime la paperasse, c'est certain, mais faut croire, faut croyez-moi, si je pouvais faire avec beaucoup moins, je ferais avec beaucoup moins. Mais c'est aussi ce que nous demandent les règles du code civil, les règles juridiques, de réunir ces documents-là, ce qui est de plus en plus lourd. Et après, se poser les questions, pourquoi on réunit ces documents-là? C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas forcément été sérieux, n'ont pas forcément été honnêtes, et donc du coup, il y a des règles qui sont venues encadrer tout ça, et qui ont nécessité aujourd'hui de plus en plus de preuves écrites, de plus en plus de documents qu'on doit tous fournir avant de faire une vente. Mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Ce n'est pas que la paperasse. C'est vrai que vous faites partie de ces professions un peu comme dans le sketch des inconnus, les langages hermétiques. Rapidement, on peut ne rien comprendre. Ah oui, je peux faire des phrases où les gens ne comprennent pas. Moitié latin, moitié français. C'est très sympa. Et en effet, moi, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je te voulais sur ce podcast, c'est que j'aime beaucoup la manière dont tu parles de ton métier. Grâce à toi, j'ai vu le métier du notariat autrement, parce que je faisais partie de ces gens qui avaient un biais. En y pensant, en effet, des gens pas toujours très drôles, en effet un peu d'abattage, assez fiers de leur statut, et un peu comme les fonctions juridiques type avocat. Et je trouve qu'en effet, je trouvais que tu incarnais bien le notaire de demain, en tout cas personnellement. Donc je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce que tu pourrais proposer pour que le notariat soit mieux vu demain? C'est quoi le notaire de demain? Donc le notaire de demain, c'est un notaire qui doit pouvoir utiliser des outils informatiques qui lui permettent de communiquer avec ses clients. Les gens aujourd'hui sont des gens qui ont besoin d'avoir un peu de contrôle, et c'est des gens qui ont des professions dans lesquelles ils contrôlent certaines choses ou qui ont une vie sociale dans laquelle ils arrivent à contrôler certaines choses, et ils arrivent face à un notaire, ils sont complètement démunis. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que leur dossier est un dossier qui est traité et qu'on s'occupe d'eux. Donc ça, c'est vraiment la communication sur les notaires, et ça, on commence à le faire avec les outils informatiques qu'on a, avec des plateformes d'échange de documents, que les gens comprennent que entre le moment où ils ont signé leur avant-contrat de vente et le moment où ils signent leur vente, il se passe des choses. Il se passe des choses, qu'on instruit le dossier, qu'on récupère les pièces, qu'on les analyse, que voilà, il se passe ça comme interrogation, et qu'on est en train de juste traiter les choses. Et pas... on a des gens qui veulent qu'on les appelle pour leur dire où est-ce que ça en est. C'est pas possible. On a beaucoup de dossiers, on a beaucoup de travail. Mais en revanche, des échanges sur plateforme, ça peut être quelque chose qui leur permet de mieux communiquer avec nous et de au moins se tenir informés et maîtriser le peu de choses qu'on peut leur laisser maîtriser.
Donc deuxième point, le notaire de demain, ça doit être un notaire qui doit mieux communiquer, être plus pédagogue avec les clients pour que les gens comprennent aussi ce qu'est un notaire. Et un notaire, il ne faut pas l'oublier, la base, c'est un officier public. Donc on est là pour sécuriser des transactions. On est là pour faire des calculs que les juges ou les avocats n'ont pas appris à faire. C'est tout ce qui est liquidation, tout ce qui est succession, tout ça, c'est une spécialité qui est bien précise. Voilà, je pense qu'il y a un effort à faire sur la communication, sur ce qu'est un notaire. Tout à chacun, mes confrères et moi, on doit le faire au rendez-vous, mais je pense qu'en termes de vision publique, nos instances devraient un peu plus se pencher sur la communication de ce qu'est un notaire. Et puis, cette communication est importante parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils payent, qu'est-ce qu'ils payent. La personne qui va acheter un appartement ou une maison à un prix assez élevé, au final, il va permettre à celui qui achète à un prix plus bas d'avoir la même qualité de service. Je m'explique. La rémunération d'un notaire, elle se fait sur un pourcentage du prix de vente. Nécessairement, ça peut être plus ou moins le même travail entre l'achat d'une maison au fin fond de la Creuse et l'achat d'un grand appartement à Paris. Mais si dans vos clients, vous avez ce type de clientèle avec des revenus qui sont un peu moins élevés et des maisons qui vont être nécessairement avec des prix beaucoup plus bas en fonction des régions, et puis vous avez des clients qui achètent beaucoup plus cher parce qu'ils ont des revenus qui leur permettent, eh bien, vous comprenez bien que pour un travail qui peut être égal, celui qui va avoir plus de revenus va payer plus cher par rapport à celui qui a moins de revenus. Sauf que sur une vente avec un prix plus bas, on ne gagne pas notre vie. On ne gagne pas notre vie. On a comme tout le monde, les charges salariales, des locaux à louer, on a des outils informatiques qui coûtent assez cher, des formations à assurer. Donc sur des petits prix, on ne gagne pas notre vie. Et les hauts prix nous permettent de gagner bien notre vie. Donc on retrouve cet équilibre entre celui qui gagne bien ses revenus et celui qui ne gagne pas beaucoup de revenus. On retrouve cet équilibre et on retrouve cette notion de service public. Les plus chers payent plus cher parce qu'ils en ont la capacité par rapport à ceux qui n'en ont pas la capacité. J'espère que vous avez apprécié ce cours gratuit d'un notaire. Moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses. J'aimerais juste revenir sur un point un peu en amont. J'ai bien aimé cette idée en effet de pédagogie. Moi-même, le métier de notaire, je le connais très très peu, très très mal. Et je discutais un jour avec un ami qui me disait je pense qu'on devrait donner des cours aux enfants très rapidement de gestion des budgets. Comment gérer son budget, comment comprendre comment je peux faire fructifier mon argent, puisque voilà, en fait, en France, on ne parle pas de salaire, en France, on ne parle pas de son patrimoine, donc ça reste quelque chose de très secret, et pourtant c'est dommage, parce que je pense qu'on a tous besoin de choses un peu comme ça, et voilà, quand tu disais ça, ça me faisait réagir, c'est vrai que je me dis, en effet, il y a une telle méconnaissance de beaucoup de métiers, que derrière, on va mal le gérer, on va mal le comprendre et on va faire des erreurs qu'on va ensuite imputer aux professionnels, alors que parfois c'est juste une méconnaissance de notre part. Parenthèse fermée, j'ai une petite question que je vais appeler closer. On sort du confinement, évidemment. Est-ce qu'il y a eu plus de divorces ? Est-ce que tu as vu dans ton étude ou dans d'autres études le nombre de divorces augmenter ? Alors, petit closer, faisant tous les divorces de l'étude où je travaille, je ne m'ennuie pas en ce moment. Et bizarrement, petit closer supplémentaire, ce qui est assez drôle, c'est qu'au tout début du déconfinement, les gens venaient et me disaient on voudrait divorcer, mais on a pris la décision avant le confinement. Alors, ça ne me regarde pas forcément, voilà, très bien, vous aimez plus, mais le moment où vous ne vous aimez plus ne me regarde
pas nécessairement. Et puis là, petit à petit, j'ai des divorces qui arrivent et les gens ne me disent plus rien. Ils me disent plus si c'est avant, pendant le confinement. J'ai senti que je sais quand même, forcément on sait où est-ce qu'ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, voilà, etc. J'ai des questions quand même à leur poser pour savoir qu'est-ce qu'on fait du bien immobilier, etc. Je sens qu'ils vivent sous le même toit, que c'est pas la bataille, mais il faudrait quand même pas perdre de temps. Merci beaucoup. Donc maintenant, vous savez que Julie ne s'embête pas. Est-ce que toi, par rapport à demain, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as envie de faire évoluer ? Alors, j'aimerais finir plus tôt le travail. Aujourd'hui, pour cette interview, j'ai fini à 18h15 et c'est la fête. Et c'est la fête. J'ai tout fermé, j'ai dit aux collaborateurs bonne soirée, bon week-end, je m'en vais. J'ai interview. Non, j'aurais pas dit ça. Je voulais pas tout de suite. Je leur ferai écouter plus tard. Bon, voilà, finir plus tôt, et ça revient à ce que je disais au début, pouvoir prendre plus de temps pour soi. Ça revient aussi à ce que je disais sur le côté professionnel, où il faut que je fasse plus de travail sur le management pour arriver à mieux déléguer les choses et laisser les collaborateurs gérer. Et donc tout ça, ça passe aussi par avoir de bons collaborateurs autour de soi. Le futur, dans 10 ans, tu le vois comment ? Alors, le futur dans 10 ans, il y a plusieurs choses qui arrivent. Là, les deux premières qui sont, à mon sens, assez principales, ça va être, je pense, pour tout le monde, qui commence à se réveiller un petit peu, c'est le climat, la nature, l'environnement. Ça, c'est voilà, c'est plutôt ça qui est assez inquiétant de mon côté. Pendant le confinement, ça va être assez peut-être bateau ce que je vais dire, mais au final je le pense. Je trouve que l'environnement, la nature nous a montré que ce n'était pas les humains le problème, mais leurs activités. Et je trouve qu'on nous culpabilise régulièrement en tant qu'être humain, alors que c'est pas l'être humain, l'être au sens animal de nous-mêmes qui pose le problème. C'est la manière dont on fait les choses. Et je pense que, et ça peut être changé, et les choses peuvent changer, ça a changé pendant 2 mois, donc tout n'est pas perdu. L'être humain, c'est pas lui le problème, c'est ce qu'il fait. Alors vous allez me dire, c'est lui qui prend la décision de ce qu'il fait, certes, mais les choses peuvent changer. Voilà, et c'est plutôt ça. Après, je pense que c'est utopique. Ou du moins, si ça doit arriver, je le verrai pas. Pourtant, j'aime bien ce podcast qui est de l'optimisme, mais... Je mourrai avant. Et toi, justement, tu te vois comment Je suis sympa, hein, je suis dans 10 ans. Hein. C'est sympa. J'espère que tu seras pas morte tout de suite. Je vais essayer. Je vais continuer à me découvrir. Continuer à me découvrir pour toujours la même chose, s'accepter, s'aimer. J'espère fonder une famille. Et puis rattraper le temps perdu avec moi-même. Alors on rattrape rarement du temps, mais comme je disais, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps pour étudier, beaucoup de temps pour mon travail, et je pense pas assez de temps pour moi. Et j'aimerais mettre toute l'énergie que j'ai mis pour étudier et dans mon travail, maintenant le mettre sur moi pour justement découvrir qui je suis et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, et essayer de m'axer sur les choses que j'aime. Et au final, je trouve que j'ai plutôt bien réussi mes études, plutôt bien réussi professionnellement. Je perds pas espoir, je pense que je vais bien réussir personnellement. C'est amusant parce que je lisais un article là-dessus sur la zone de génie et la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est le travail que tu fais où tu es bonne dedans, mais qui te mange beaucoup d'énergie. Et la zone de génie, c'est là où tu es bonne, mais qui te procure de l'énergie. Et c'est intéressant, je trouve qu'en fait, on se rend compte qu'on peut être bon dans son travail, tu fais partie de ses preuves, hein, puisque t'as bien étudié, tu travailles bien, mais malgré tout, ça te mange beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, maintenant, je pense que dans les 10 années qui arrivent, et même les autres, je pense qu'il faudra trouver sa zone de génie. Voilà, sa zone de génie pour garder l'énergie. Ça va être bien. Si on revient sur la notion un peu de transmission,
Tu parlais de famille, donc j'entends voilà, de l'envie de transmettre quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour que notre monde évolue mieux? Tu as le droit à 2 parce que tu m'as l'air sympathique. Non, parce que c'est important. C'est important, les jeunes de demain. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils leur transmettre? La précision. Tu peux développer. Non. Non. Donc du coup, les jeunes d'aujourd'hui, pour demain, je voudrais leur transmettre la précision. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations très superficielles, très facilement accessibles. Et donc, on peut vous gorger d'informations qui peuvent être plus ou moins vraies, voire carrément fausses. Et il faut avoir cette curiosité d'être précis. C'est-à-dire que je vais lire un article ou je vais lire un titre d'article, parce que parfois maintenant on a des gens qui se suffisent de titres d'articles et ne pas creuser dans l'article. Ok, je vais lire un article, déjà je vais pas en lire que le titre, je vais lire l'article, mais je vais aussi me poser la question, est-ce que cette personne qui a écrit cet article a raison? Est-ce qu'elle a été précise dans ce qu'elle a dit? Est-ce que je ne vais pas aller chercher autre chose et ne pas se suffire d'une connaissance superficielle? Précision ou rigueur? Pour moi, c'est assez proche, hein, précision et rigueur. Sois plus précise. J'arrive. C'est-à-dire que si tu es rigoureux, tu vas chercher une précision. Si tu es rigoureux, tu vas chercher une précision. Vous avez 2 heures. C'est intéressant, ok. Donc, transmettre aux jeunes pour demain la précision. Oui, ou la rigueur. Quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Donc, hormis le climat et l'environnement, j'avoue que la mort de certains proches, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça va arriver, de toute façon, hein, dans les 10... C'est demain, 10-20 ans. J'ai eu la réflexion en me disant que, en effet, c'est la mort de certains proches. On a tous, plus ou moins, perdu nos grands-parents, enfin, du moins à l'âge où on a tous perdu plus ou moins nos grands-parents. Mais au final, je me suis dit que nos grands-parents, on les a tous connus vieux. C'est-à-dire que l'image, ça n'a pas été quelqu'un qui a vieilli, alors un petit peu vieilli, il a plus de rides, il a les cheveux plus blancs, etc. Mais nos grands-parents, on les a tous connus vieux. Donc, la prochaine étape, je suis désolée pour eux, c'était quand même de mourir. Faut être concret. Alors que nos amis, nos oncles, tantes, cousins, cousines, même parents, on les a pas connus vieux, on a grandi avec eux. C'est-à-dire que, ok, nos grands-parents, on a grandi avec eux, mais pour moi, ils étaient déjà à l'échéance. Je suis désolée, mais voilà, il faut être précis sur les termes. Ils étaient déjà un pied dedans, les gars. Voilà. Je suis désolée. Bon, j'ai plus de grands-parents, mais si mamie m'entendait. Mais à tous les seniors qui écoutent ce podcast, je vous assure, on vous aime. Oui. Et le plus tard possible et en meilleure santé. Ah oui, non, mais alors, je ne souhaite pas la mort, hein. Mais ça arrivera. Bon, on a déjà le notaire, c'est déjà cool. Non, mais je pense que ça fait aussi partie de la réflexion. C'est-à-dire que voilà, les successions, on en gère tous les jours. Malheureusement, oui, on est confronté à la mort. Alors, pas la mort physique, mais la mort des gens, c'est quand même ça. Donc, voilà, bref, revenons. Les grands-parents, donc, on les connaît et on les a connus vieux. Et voilà, alors, prochaine étape, c'était quand même un décès. Alors que nos oncles, tantes, cousins, cousines, on a grandi avec eux. Et au final, je veux dire, ils font partie de notre propre évolution. Et se dire que ces gens-là, qui ont grandi en même temps que nous, vont mourir, c'est ça qui est un peu particulier. Je me souviens toujours, et pourtant cette personne-là, j'ai dû la connaître 1 ou 2 ans, c'était une fille qui était dans mon collège. J'ai dû faire 1 année ou 2 avec elle de classe, et elle est décédée, elle a eu un accident de ski. Bon, c'est comme ça c'est arrivé. Mais bizarrement, c'était quand même assez choquant. Parce qu'on avait le même âge et c'était pas normal. C'était pas dans le processus normal. Là, c'est encore différent, la peur. La peur que j'ai, c'est plutôt de me dire comment est-ce que je vais réagir face à la mort de gens que je connais bien plus,
avec qui j'ai passé beaucoup plus de temps et qui pour moi n'était pas vieux quand j'ai grandi. Et te paraissait presque immortel. Et me paraissait aussi immortel que moi. Parce que oui, c'est une révélation, je suis immortelle. Ah non, je rigole. Mais on se voit pas mourir, enfin du moins, moi personnellement, je me vois pas encore mourir, j'ai pas les pieds dans la tombe. Donc je vois les gens qui m'entourent comme moi, c'est-à-dire pas les pieds dans la tombe. Et pourtant, je sais que ça va arriver. Mais tu te vois vieillir? Ah ben non. Je me vois vieillir, oui, nécessairement qu'on se voit vieillir un petit peu. Mais moi, voilà, j'ai 32 ans, tu me dirais que j'en ai 40 ou tu me dirais que j'en ai 25. Je vis avec moi-même et l'âge, l'âge, c'est une date sur un papier. Et un peu dans les jambes parfois au bout d'un moment, mais bon. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce qui te fait douter quand tu penses à demain? La capacité des gens à ouvrir les yeux sur la manière dont on vit et ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Ça me fait douter. Je me dis que les gens préfèrent regarder leur téléphone ou préfèrent regarder leur télé ou pas forcément lever la tête. Et quand on lève la tête, il y a des choses intéressantes à voir et des choses intéressantes à faire. Et ça, j'ai vraiment l'impression... Alors, il y a des choses très bonnes dans la technologie, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui me fait douter, c'est la capacité à se réveiller. Se réveiller. Qu'est-ce qui te rassure quand tu penses à demain? Ce qui me rassure, c'est aussi la capacité de l'être humain à se réveiller. La double face. La double face, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même des choses qui arrivent. Alors, on vit à Paris, on a 33 ans, on a tous des professions, enfin du moins des gens qui m'entourent, on a tous des professions qui roulent plus ou moins bien. Voilà, on est dans la tranche de population assez idéale, quoi. Et donc on a la capacité et le temps de lever la tête et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que nous. Il y a aussi les gens qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont pas forcément la vie aussi facile que nous, et qui eux aussi se réveillent. Et je trouve que c'est bien. Il n'y a pas... c'est assez rassurant. C'est assez rassurant de voir des choses qui bougent. Est-ce qu'il y a un truc que tu as hâte de découvrir? Si j'ai hâte de découvrir comment est-ce qu'on va traiter l'espace. C'est-à-dire que dernièrement, il y a eu le premier voyage commercial dans l'espace et je trouve ça assez surprenant. Je me dis, ça va être intéressant. Ça peut être une énorme avancée. C'est-à-dire que, voilà, ça, j'ai hâte de découvrir. Ok. Potentiellement ma question préférée du podcast. Qu'est-ce que ça t'évoque, les pieds dans deux mains? Les pieds dans deux mains, je vois mes pieds au bord de la mer et je me dis, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Ça m'évoque plutôt ça. Je me dis demain, ça revient au fait de prendre du temps pour soi-même. Ça revient à passer des bons moments et vous êtes au bord de l'eau, au bord de la mer et le moment où la vague arrive et elle repart de vos pieds. Ben, moi, ça m'évoque ça. Je pense que grâce à toi, les gens sont partis en vacances le temps de 30 secondes. Merci pour ce moment, comme dirait une poétesse. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que justement notre société évolue dans le bon sens, une seule, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça va être la réforme J'aimerais beaucoup, et je pense que c'est un chantier énorme, c'est la réforme des finances publiques et de la fiscalité. Parce que c'est pas du tout pédagogue. En France, on a une solidarité forcée, contrairement aux pays anglo-saxons, et parlons des États-Unis qui, eux, ont une solidarité volontaire. Ils ont une imposition qui est bien moins lourde que la nôtre, mais les Américains ont ce côté beaucoup tourné vers les associations, beaucoup tourné vers le don, des stars qui ont fait des dons de plusieurs milliers, voire 1 million d'euros. C'est notamment dû à ce système fiscal et ce système de solidarité volontaire. Nous, en France, on a un système de solidarité forcée, ce qui fait qu'on paye pas mal d'impôts, faut le dire. Mais ce qui fait que tous ces impôts qu'on a payés,
ont quand même permis, pendant cette crise sanitaire et cet arrêt de l'économie, de faire en sorte que voilà, tout le monde puisse rester chez soi, enfin pas tout le monde, une grande partie puisse rester chez soi, en sécurité, pour justement soulager cette crise sanitaire. Et ce système de solidarité forcée a permis de payer ces 2 mois de confinement. Et certainement, il reste encore un peu à courir. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord pour payer des impôts, je suis tout à fait d'accord pour ce système de solidarité forcée, parce que je pense que beaucoup de gens ont été très contents de vivre en France plutôt qu'aux États-Unis, voilà, pour pouvoir manger correctement à la fin du mois. Maintenant, une fois que cette solidarité forcée est arrivée, qu'on a prélevé vos impôts, je trouve que derrière c'est complètement nébuleux. C'est-à-dire qu'on a une solidarité forcée qu'on ne comprend pas. Et pourquoi on ne la comprend pas ? Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Parce que même moi qui fais de la fiscalité tous les jours, je vous avoue que c'est un sac de nœuds. Des fois, on ne sait même pas dans quel sens il faut qu'on parte. Donc on se pose et c'est notre travail de réfléchir et de chercher. Mais je trouve que le système fiscal et le système des finances publiques français est à la fois bien pour sa solidarité forcée, mais complètement nébuleux. Et complètement nébuleux avec des... Je vais vous dire, avec des trous noirs pas possibles, on ne comprend pas, ou même une fois qu'on ne comprend pas, il y a des choses sur lesquelles, sincèrement, on marche sur la tête. Et donc, je pense que pour que les gens acceptent mieux de payer des impôts, je ne dis pas qu'ils seront contents, j'ai juste qu'ils accepteront mieux de payer des impôts, leur faire comprendre comment ça fonctionne sur un système plus simple et sur un système plus transparent serait une bonne chose. Et aussi qu'on décentralise de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous tournés vers Paris, c'est Paris qui décide, c'est la faute de Paris si ça ne fonctionne pas, etc., etc. Je pense que si les régions prenaient plus de décisions, les gens se sentiraient plus proches de leur service public, de la solidarité qu'ils paient, et qu'ils comprendraient mieux pourquoi on paye des impôts. On en revient un peu à ce que tu disais au départ, hein, c'est quand même un gros besoin de pédagogie. Hein. Parce qu'en effet, j'aime bien ce terme de solidarité forcée, mais solidarité c'est positif, forcée ça l'est moins. Oui. Donc il faudrait arriver à passer de la solidarité forcée à de la solidarité consentante, on va dire. C'est hyper intéressant. On sent une vraie déformation professionnelle. Hein. Je pense que tu es la première à me parler de la réforme des finances et de la fiscalité. Mais voilà, je pense que c'était, il fallait que quelqu'un le fasse dans le podcast. Voilà, j'ai hâte de voir si quelqu'un d'autre va en parler. Je ferai peut-être venir un avocat ou un financier pour essayer de voir s'il y a ce même biais. Mais non, je trouve que c'est... Je me moque, mais je trouve que c'est en effet hyper intéressant parce que moi-même, chaque année, déclarer mes impôts, c'est l'horreur. C'est extrêmement stressant pour moi. J'ai toujours peur de faire une connerie. J'ai l'impression de ne pas avoir fait d'études. Hein. Quand j'arrive devant mes impôts, je pense que j'hyperventile et vraiment, je me sens stupide. Et en plus de ça, en effet, je pense que beaucoup de Français qui payent des impôts se disent « je paye des impôts, donc ça veut dire que j'ai un certain niveau de revenu », ce qui peut être flatteur d'un certain point de vue. Mais derrière, se dit « mais où est-ce que part mon fric ?» On a l'impression qu'on nous demande toujours plus, toujours trop. Et en effet, je pense que si on sortait de ce côté solidarité forcée, et faire comprendre pourquoi, où est-ce que je donne mon argent, des choses comme ça. Oui, peut-être qu'avec... et ça passera par la décentralisation. Si on décentralise, on comprendra qu'en effet, j'ai payé mes impôts, mais je vois aussi le résultat. Et les gens ne voient pas forcément le résultat, ou du moins, le résultat, il ne faut pas rêver, hein, il est sous nos yeux, mais on ne le comprend pas. Exactement. Donc, à partir du moment où ce sera plus clair, plus transparent et plus pédagogue, peut-être qu'on arrivera à une solidarité moins forcée. Le jour où je suis présidente, hein, je prends date, je te mets en ministre des Finances, ça te va ? Garde des Sceaux, je ferai plus de compétences quand même. Et ça commence à se positionner, c'est pas vrai, tu leur donnes la main, ils te donnent le bras. Ah, mais on a des connaissances pour les finances publiques. La vie peut être bien faite malgré tout. Alors, maintenant, on va se projeter encore un peu différemment. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? De ne pas arriver trop vite. Pas arriver trop vite parce que le présent est quand même assez sympa. J'avoue que la vie que j'ai réussi à me créer et à avoir, je la trouve assez agréable. Et puis, j'ai besoin de temps pour me connaître. Et j'aimerais bien que le temps file pas trop vite parce que, pour le coup, je pense que comme je suis pas très douée, je vais prendre beaucoup de temps.
pour apprendre à me connaître. Histoire d'une vie, en fait. Oui, voilà, ça va me prendre une vie à peu près. Et puis si demain était une personne, montrer aux êtres humains qu'ils ne sont pas mauvais. Ils ne savent juste pas communiquer. Et je le vois dans le travail, je le vois dans les divorces. Les gens, beaucoup s'apprécient. Mais il y a eu un truc qui a pêché et on sent que ça reste quand même une communication qui, à un moment donné, s'est étouffée. Dans la vie personnelle, communiquer avec soi-même, communiquer avec les gens, communiquer pour éviter que les gens se disputent ou du moins se comprennent mieux et s'acceptent mieux les uns les autres. Voilà, montrer à l'être humain que au final, c'est pas un animal méchant, mais c'est un animal qui doit prendre le temps de communiquer. Je pense qu'en une interview, j'ai jamais autant entendu le mot communiquer. Ça me fait super plaisir, hein, ça me rassure sur mon métier. Bon, après, sur la partie personnelle, on verra, mais sur le côté pro, je me dis que communicant, il y a du taf pour nous. Allons aider les notaires et prouvons que notre métier, en plus, peut servir à quelque chose. Pas que les notaires. On revient au mais pas que. Et pas que, d'ailleurs. Et à mon tour, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour demain ? Ça va être assez bateau, hein, d'être heureux, de vivre des aventures heureuses et malheureuses, parce que c'est aussi ça qui fait les choses, de continuer à être curieux et à communiquer. Merci Julie, la notaire, mais pas que. Merci Alexia. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespieddansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.